Antoine, bonjour. Merci de nous rejoindre. Bonjour Moussa Hiro, bonjour à tous. Bien, on va dans un instant partir avec Monsieur Kaba qui est notre invité. On parle de ce cadre de dialogue. Bonjour Monsieur Kaba, bienvenue. Et merci beaucoup de cette opportunité. Bien, ça fait plaisir de vous recevoir une nouvelle fois dans ce studio. On parle de ce cadre de dialogue, Jacques Léo Aleno, qui s'est ouvert hier. Oui, finalement, le cadre s'est ouvert. Globalement, on peut dire que il n'y avait pas de surprise. Ceux qui ont dit qu'ils ne participeraient pas n'étaient pas là. Oui. Maintenant, il y a d'autres qui sont venus en grand nombre. Je crois qu'il y a eu un problème d'organisation. D'abord, le retard, c'était annoncé, en tout cas l'agenda qui avait été présenté, annoncé le démarrage des activités dans la matinée autour de 9h. Sauf que jusqu'à 14h, m'apprend-on, rien n'avait démarré. Je n'ai pas d'éléments ce matin pour expliquer cela, mais on savait que le médiateur devrait rentrer hier de Dakar. Donc, je ne sais pas, est-ce que lui, son vol a retardé ou alors il est venu à l'heure. En tout cas, il était là, Thomas Boniaï, qui a encore réitéré son invite à l'endroit de tous les acteurs. Des grandes gueules. Oui, il promet de voir si nécessaire d'impliquer donc les chefs d'État de la sous-région à l'effet de convaincre les acteurs qui ne viennent pas pour l'instant. On sait aussi que lorsque la porte-parole des facilitatrices est passée dans ce studio, elle avait indiqué que les gens participeraient par invitation avec si vous voulez, des accréditations nominatives qui allaient être adressées. Est-ce que ce travail-là a pu être fait en amont? Parce que ce que nous avons comme information, il y avait beaucoup de monde qui n'avait pas d'accréditation. Beaucoup de monde, mais il n'y avait pas de place pour les recevoir. Donc finalement, on a reçu quelques-uns et puis d'autres n'ont pas été reçus. Ils se sont mis en colère. Certains même étaient vidés. Ils étaient dans la salle, mais ils se sont retrouvés dehors finalement. Donc là, je ne comprends pas que les gens se soient retrouvés là-bas, et soit qu'il n'ait pas d'accréditation ou alors qu'ils avaient des accréditations mais pas de place pour eux. C'est quand même dommage pour un produit. Allez-y, Guiba. Oui, vous savez, ils ont envoyé des courriers aux coalitions. Par exemple, pour la société civile, ils ont demandé 7 personnes par coalition. Donc, c'est 7 personnes pour tout le monde, pour toutes les coalitions. Justement, pour toutes les coalitions. Politique, sociale, oui. Donc, c'est environ 300 personnes qui étaient attendues hier au niveau de ce réceptif hôtelier de la place. Et imaginez, la personne avec laquelle j'ai échangé m'a dit clairement que quand ils sont arrivés, la salle était déjà pleine. Alors, est-ce qu'ils ont minimisé un peu? Peut-être il fallait adapter le nombre de personnes à la salle qui a été retenue. Est-ce que c'est parce qu'ils ont pris peut-être une petite salle? Ou bien, mais quand vous savez que vous devez recevoir plus de 300 personnes, vous prenez une salle qui est mieux adaptée. Donc, plus de 300 personnes, ça c'est... Et deuxièmement, ils ont demandé aux gens, puisque quand ils sont venus, Madame Makara a été jointe par certains pour dire, Madame, mais la foule qui se trouve là, déjà la salle, elle est pleine et il y a d'autres personnes qui sont dehors. Il faut prendre des dispositions, sinon, il va y avoir des problèmes. Donc, ils ont mis les gens dehors, ils ont demandé aux gens de sortir d'abord. Ils vont appeler par coalition et installer les personnes. Ils ont appelé les coalitions, les partis politiques, ensuite d'autres entités. La société civile est restée dehors. Ils leur ont dit la salle elle est pleine, mais on va trouver d'autres sièges pour vous, on va installer pour que vous puissiez aussi rentrer. Finalement, ils sont revenus leur dire bon, on ne peut que trouver 9 places. Et 9 places, imaginez. Pour toutes les coalitions. Pour toutes les coalitions. De la société civile. 9 sièges. Ils ont trouvé 9 sièges. Ils ont dit venez vous installer. Il ne fallait pas les inviter. Et ils ont dit mais non, nous on nous a invités, on nous a dit 7 personnes par coalition. Il y avait les grandes gueules. Mahog et je crois le Dora Aboubakar, Jeunesse CEDEAO. Donc tout ce beau monde, donc ils ont dit écoutez, il faut respecter vos invités. Si on ne peut pas s'installer, eh ben on quitte. Donc finalement ils ont tous quitté. Et j'apprends ce matin, ils ont une réunion pour décider quelle est la position adoptée par rapport à ce qui s'est passé hier. Je pense que pour un dialogue qui cherche aujourd'hui à raffermir les liens, à éviter l'implosion au sein de toutes ces entités-là, je pense que là, on démarre mal. Il faut revoir ce côté organisationnel parce que ce qui s'est passé hier, c'est déplorable. Parce qu'on a aussi vu ces responsables, les corps diplomatiques le qui G5. étaient là, le G5, qui ont attendu et qui ont quitté avant que cela ne démarre. Justement, donc ça, moi, j'ai pas eu assez d'informations sur le cadre du G5, mais j'ai vu les images quand même hier sur Espace TV. Je pense que c'est déplorable.
Je crois qu'il faut travailler ce côté-là. Parce que si déjà on commence comme ça, imaginez-vous qu'on vient discuter des questions qui nous divisent. Et toute l'organisation, on trouve que tout le monde ne trouve pas son compte dans ce qui s'est passé hier. C'est déplorable. Il faut rectifier ça très vite. Parce que la société civile, ils ont une fois encore dit qu'ils vont prendre des dispositions par rapport à ce qui s'est passé hier. J'ai vu une jeune dame qui dit carrément qu'elle ne reviendrait plus. Voilà. Après Donc ce qui s'est passé. Justement, je crois. Et puis le nombre, 300 et plus de 300 personnes. C'est possible si c'est bien organisé. C'est possible, on le voit à l'international où on reçoit combien de personnes, mais ça se passe très bien. Moi, mon inquiétude, Madame Hierro, c'est, je ne dirais pas que je veux apporter de l'eau au moulin au trio, mais c'est d'éviter aussi que ça soit quand même un fora. Parce qu'avec tout ce monde, je crois... Oui, mais ce n'est pas tout le monde qui va travailler ensemble. Pour l'ouverture, tout le monde est ensemble. Il y aura des groupes thématiques, justement, certainement. Mais je crois qu'il faut à un moment donné avoir le courage de dire à un moment non, on ne peut pas prendre tout le monde. Bien. Allez-y Antoine, à votre avis, qu'est-ce qui n'a pas tourné rond? Parce qu'il y a quand même eu du temps pour préparer cette première journée. À votre avis, qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on ne puisse pas réellement mettre tout le monde ensemble, accueillir tout le monde et démarrer dans les règles de l'art? On a un problème commun en Guinée et c'est pratiquement le problème majeur à tous les niveaux. On refuse parfois de confier certaines tâches à ceux qui le peuvent le mieux. À des professionnels. Je sais une chose, les facilitatrices ont été au four et au moulin. J'imagine qu'elles ont aussi été à l'organisation de cet événement. Parce que on peut confier l'organisation même à des structures privées afin que l'emplacement des sièges, l'emplacement des invités, qu'une structure externe à l'État, externe aux facilitatrices, organise au mieux l'événement. Parce que les acteurs viennent pour des débats sérieux. Expliquez votre volonté à une structure qui est habituée à l'organisation. Elle vous organise votre événement, vous ne venez que prendre place et chacun trouve son compte dans ce qui est fait. Ce à quoi j'ai assisté hier, ça m'a pas surpris parce que c'est en Guinée. Et chaque fois, c'est comme ça. On ne prend pas au sérieux des événements sérieux. On ne mesure pas parfois l'ampleur des événements. On n'a pas parfois cette capacité à dire on ne peut pas être partout. On n'est pas omniscient. On ne connaît pas tout. Pour un dialogue si sérieux, auquel on invite des structures internationales, c'est l'image de la Guinée. Hier, on a envoyé un agenda à tout le monde pour 13h, le début d'activité. Les discours devaient débuter à 13h30. Le médiateur est arrivé le matin. Oui. Les membres du G5 ont quitté la salle. Quelques membres ont quitté la salle parce que l'heure indiquée dans l'agenda de départ a été dépassée, mais largement. En lieu et place de 13h, on a commencé à 16h pratiquement. Moi, je les ai vus debout dans la salle. J'ai dit, tiens, la Guinée, vous imaginez, pourquoi on nous offre toujours ce genre d'humiliation? Pire que ça, là où se trouvait l'hôtel, où se faisaient les discours, mais c'était nez à nez avec le premier rang, les invités. Avec, vous avez vu la façon dont Sadiba Coulibaly était installé. Oui. Les membres du CNRD étaient installés. On a des salles en Guinée. Cet hôtel-là, c'est un hôtel, c'est vrai, c'est un hôtel qui est adéquat pour d'autres événements. Mais il y a des événements, on sait qu'il y a des salles appropriées. On a le palais Mohamed V qui a été construit pour un débat si sérieux. Non, c'est la présidence peut-être, mais c'est une salle pour recevoir des Guinéens. Il y a beaucoup d'autres espaces. Même le chapiteau. Le chapiteau aujourd'hui est un cadre. On confiait cet événement à Chef Issa. On lui dit, Chef Issa, dites-lui seulement ce que vous voulez. On veut faire un débat. On reçoit 300 personnes, débat sérieux. Il a des chapiteaux à diverses dimensions. On y fait presque tous les événements. Le symposium récemment, c'était là-bas, minier. On a vu, il a pu tenir l'événement et il a pu installer de nouveaux chapiteaux juste pour l'événement. Mais pour un événement de 800 personnes, le chapiteau reçoit 1500 personnes, 2000 personnes. Il peut installer les sièges en fonction de la volonté des organisateurs. Avec des écrans à tous les niveaux. À tous les niveaux. Vous n'avez même pas besoin de vous retourner. Il n'y a pas un événement approprié pour un tel événement que le chapiteau. Pour moi, aujourd'hui, c'est l'espace approprié. Oui. L'hôtel, hier, on a vu comment les gens étaient entassés les uns sur les autres. Vous entassez des ministres, des anciens ministres, des acteurs politiques, des personnes respectables. Vous les installez comme ça. Vous jetez ils sont tous respectables. Des personnes respectables. Ils sont tous respectables.
Ils ne sont pas des personnes respectables et respectées. Mais vous les entassez comme des boîtes, dans une boîte de sardines, comme des poissons qu'on a pêchés ça et là. On met dehors. Puisque eux, on s'est dit que c'est des enfants, c'est des gens qui ne sont pas assez importants. On jette dehors le Knosc, on jette dehors la margue, on jette dehors tout ce que vous savez. On est allez-y, vous débrouillez dehors. On reçoit ici ceux qu'on juge importants. Attention. Non, j'ai vu hier la colère du Knosc, Ange Gabriel. Vous imaginez Ange Gabriel qui s'énerve par rapport à l'organisation. Oui, on l'a eu comme invité du jour. Quand même, c'est des personnes qui très souvent ne sont pas très opposées à ce qui se passe. C'est des personnes qui très souvent qui accompagnent quand qui même. Sont pas radicaux, qui sont pas radicales. Mais pour une fois, elles ont créé leur ras-le-bol par rapport à la façon dont les choses sont passées. J'imagine qu'aujourd'hui, les organisateurs ont tenu compte de cette défaillance à l'ouverture. J'espère que la suite des événements sera plus sérieuse parce que hier j'ai lu l'agenda. Il y avait trop de pauses café, trop de pauses déjeuner. On m'a dit non, c'est un débat. Ça n'a rien à voir. Des débats où on mange beaucoup, on boit beaucoup, on dort. Donc pour moi, il faut que cela soit revu. C'est 2 pauses. Non, il y en avait trop. Je dis une chose, il faudrait que les organisateurs corrigent les imperfections. Il n'y a pas d'œuvre humaine parfaite. Il n'y a pas d'œuvre humaine parfaite, Madame So. Mais pour moi, lorsqu'on sait qu'un événement est sérieux, on se doit de mettre tout en œuvre. Pardon, on ne peut pas tuer notre invité. On se doit de mettre tout en œuvre. Tu ne peux pas demander aux gens de gêner et venir travailler, s'il te plaît. Je n'ai pas dit de gêner, mais on peut au moins éloigner les pauses déjeuner, les pauses café. C'est trop rapproché. Et pour moi, ceux qui viendront, d'aucuns viendront pour manger, d'autres viendront pour travailler, alors que c'est différent. Donc, à mon avis, Madame So, il faut que des choses soient corrigées. J'interpelle les organisateurs. J'espère qu'ils ont tiré des leçons de ce qui s'est passé hier. Hier, c'était pas beau à voir, sincèrement. Bien, on espère qu'ils vont tirer les leçons. Coach, bonjour, merci de nous rejoindre. Bonjour Madame Yoro, bonjour à tous. Bonjour Mafoudia. Bonjour Djadia, bonjour à tous. Bien, on va partir avec notre invité Mamadi Kaba, président donc de la LIDA. Il est avec nous en studio pour Djiba Milimono. Allez-y pour la première question. Alors, Monsieur Kaba, le dialogue finalement démarre et avec le discours du médiateur, le Premier ministre également. On lui dit bonjour. Bonjour d'abord. Bonjour. Voilà, bonjour. Merci beaucoup. Bonjour. Merci de me rejoindre. Merci beaucoup de Alors, l'opportunité. justement, quelle est votre grille de lecture de cette ouverture? Est-ce qu'on peut dire que l'espoir est permis? Finalement, les Guinéens vont se parler les yeux dans les yeux. Merci beaucoup de l'opportunité encore une fois. Je pense que c'est déjà un très grand pas. C'est déjà très bien qu'on puisse démarrer. Enfin, parce que la transition, c'est juste 2 ans avec les activités qui sont prévues. J'ai des doutes qu'on puisse réussir à dérouler tout l'agenda en 2 ans. Mais si déjà les choses vont vite et bien, je pense qu'on pourrait avoir un peu d'espace. Ce qui est... Quand vous parlez de 2 ans, c'est à compter de 2023? Je ne sais pas vraiment à partir de quand ça commence, mais dans la programmation des activités... Parce qu'une année s'est écoulée là déjà. Une année s'est écoulée. Non. Si, à mon avis, si c'est déjà à partir du passé, il n'y a aucune chance qu'on tienne les délais. Bon, peut-être que des activités seront annulées ou supprimées. On parle du chronogramme conjoint, celui au Guinée. Voilà, c'est de ça que je parle. C'est pour cela que je vous demande si c'est à partir de 2023. Justement. Je pense que ça doit être à partir de 2023. Si ce n'est pas le cas, il n'y a aucune chance qu'on puisse dérouler toutes les activités qui sont prévues. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Premier ministre a annoncé que les efforts vont se poursuivre pour convaincre les autres, notamment les leaders politiques qui sont réticents, les groupes de partis politiques qui sont réticents à rejoindre la table du dialogue. Je pense que ça, c'est un bel engagement. Les grandes gueules. Et je soutiens fortement cet engagement. Je pense que les efforts doivent s'intensifier. Parce que c'est très bien d'avoir... Vous savez, il y avait beaucoup de personnes. Oui. Certains même n'ont pas eu de place. Mais est-ce que c'est le nombre qui importe, ou c'est la qualité qui importe, ou c'est les deux qui importent? Donc je pense que l'engagement du Premier ministre
est extrêmement important. Oui. Il faut intensifier les efforts à l'endroit de ceux qui sont réticents, parce que je vais vous dire, ils sont très importants pour ce dialogue, extrêmement importants, et je ne dirais pas indispensable, mais je dirais extrêmement important. Et donc, tous les efforts qui vont amener à faire en sorte que tout le monde se retrouve, ces efforts-là ne seront pas vains. Alors, moi, je veux bien vous entendre sur des propositions très concrètes. Par rapport, par exemple, à ce cadre de dialogue, quand vous dites qu'il faut des personnes en nombre, en qualité, à ce niveau, par exemple, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Quelle serait la meilleure approche? Et au-delà, on sent un peu de tâtonnement de part et d'autre. C'est quoi, ce que vous proposez pour qu'on puisse aller vers un dialogue qui réussisse enfin? Premièrement, il faut réduire le nombre de participants, parce que l'inclusivité ne signifie pas tout le monde, n'est-ce pas? Une pléthore. Voilà, ne signifie pas un pléthore, parce que le pléthore, ce genre de travail, ça va réduire la qualité, parce que les personnes qui peuvent apporter beaucoup plus auront peu d'espace pour contribuer, et ceux qui ne contribuent, qui n'ont pas beaucoup de contributions à faire, vont être obligés de montrer qu'ils méritent d'être là, et ils vont occuper tout l'espace juste pour... Je pense que c'est... Oui, dans les conférences internationales, vous voyez, c'est parfois quand il y a des débats sérieux comme celui-là, on mise beaucoup plus sur la qualité des personnes qui vont participer, leur expérience, leur background, etc., etc. Parce qu'en fait, en définitive, on a besoin d'idées fortes et constructives. On n'a pas besoin seulement d'idées. Sinon, on se contenterait... Donc, à ce stade, vous suggéreriez que réduise les facilitatrices revoient le nombre de représentants par coalition. Exactement, premièrement. Deuxièmement, il faut fixer aux plateformes, n'est-ce pas, des critères de choix des personnes qui devront être dans la salle. Je crois que les facilitatrices... 7 personnes quand même par coalition. C'est trop quand même. C'est pas nécessaire. Et puis bon, si vous demandez 7 personnes par coalition, n'est-ce pas, chaque coalition va être obligée de trouver 7 personnes, ce qui est déjà un peu compliqué. Vous voyez, il faut que les facilitatrices demandent à l'avance aux coalitions d'envoyer la liste et les CV des personnes qu'elles ont désignées. Et ce serait aux facilitatrices d'examiner de voir qui peut contribuer plus et qui ne peut pas. Alors, monsieur Kaba, moi je veux bien revenir sur c'est trop tard pour ça. Ça, c'est un travail qui devrait être... Non, ça peut se corriger. Oui, donc, à l'entame de vos propos, vous rappeliez la nécessité, sinon l'importance du fait que ce trio de ce dialogue qui n'a pas accepté de venir, d'aller les chercher pour venir, mais au même moment qu'on doit fournir de l'effort pour faire venir ceux qui ne sont pas là, est-ce qu'on doit créer de la frustration vis-à-vis de ceux-là qui ont décidé de venir d'eux-mêmes? Est-ce que ça contribuera à faciliter encore une fois ce dialogue-là? Non, on ne frustre pas. Par exemple, quand on vous Certains demande... étaient frustrés hier, monsieur. Non, ça c'est l'organisation d'hier. Vous voyez, c'est un début. L'organisation humaine, quand vous n'êtes pas un professionnel de la chose, quand vous ne le faites pas tous les jours, c'est évident que vous tirez les leçons et puis vous améliorez au fur et à mesure. C'est sûr que les prochaines rencontres seront meilleures à ce qu'on a vu hier, mais je vais insister sur quelque chose. Il y a une habitude en Guinée qu'il faut arrêter. Et je pense qu'au sommet de l'État, on travaille toujours à entretenir cette façon de faire. C'est-à-dire quand on veut recevoir, quand on veut commencer quelque chose, à 16h on dit non, il faut dire aux gens à midi pour que les gens soient en place à l'heure. Non, il ne faut pas le faire. Il faut qu'on arrête systématiquement avec ça parce que ça projette une très mauvaise image. Il n'y a personne qui le fait comme nous. Par exemple, quand vous êtes dans les pays voisins, vous êtes par exemple en Côte d'Ivoire dans une rencontre internationale où le président, l'ouverture doit être faite par le président, mais quand on vous a dit 14h, mais au plus tard avant 14h30, vous avez le président qui a fini son discours et il est parti. Vous voyez, donc il faut qu'on comprenne
que quand l'État a dit midi, il faut que les plus hautes autorités soient là à midi et que personne ne rentre après midi. Je pense qu'au fur et à mesure, on va s'habituer à respecter l'heure parce que ça crée tellement de problèmes. Oui, parce que ce qui s'est passé hier, c'est quand même, ça n'honore pas le pays. Ce qu'il dit, c'est tellement important. Oui. En fait, parfois, c'est nos chefs même qui aiment l'idée de se faire attendre. Oui. Des fois, on est dans la salle, exactement. On sait que le président, ou par exemple, il se dit non, ils sont capables de m'attendre parce que je suis le président, oui. parce que je suis le premier ministre. Il reçoit quelqu'un alors qu'il sait qu'il a un agenda, il y a des gens qui l'attendent. Même pas ça, Mafoulia. Quelquefois, vous avez une activité que vous organisez en tant que privé, vous invitez les autorités, tout le monde est sur place, on vous dit non, on attend le ministre, on attend tel. Et le ministre, quand vous envoyez un agenda. Le ministre. Pour hier, c'était plus lié à l'organisation. Il fallait réinstaller la salle. On a fait sortir tout le monde pour à nouveau faire appel aux invités. Donc le temps de réinstaller tout le monde, ça a pris du temps. Et généralement, les autorités sont représentées sur les lieux par ceux qu'on appelle comment on les appelle, ceux qui viennent, les éclaireurs. Oui. Tant que tout n'est pas OK, ils ne viennent pas. C'est quand la salle est bien mise qu'on leur fait appel. Et ça fait que parfois, pour le cas d'hier, c'était cela. Oui, le cas d'hier, on peut comprendre, il y a des quoi qu'on peut comprendre, mais je pense qu'il faut rectifier le tir pour l'avenir. C'est-à-dire que les personnes qui doivent participer, il faut qu'elles soient identifiées à l'avance, qu'elles reçoivent des invitations formelles et que la salle soit disposée de sorte que quand vous venez, vous puissiez vous installer. Je me souviens que l'organisation de la réforme du secteur de sécurité, et j'ai souvent fait partie du comité d'organisation. Au début, on a eu beaucoup de problèmes de ce genre parce que parfois, quand vous attendez une personne de telle entité, vous recevez parfois 4 ou 5, n'est-ce pas? Et on vous fait croire que toutes les 4 personnes sont indispensables et vous devez trouver souvent des places. C'est une mauvaise habitude. Il faut que les gens soient identifiés à l'avance, que les facilitatrices informent les coalitions. Par exemple, Espace est informé que le jour de l'événement, c'est M. Jacques qui représentera Espace. Ça, c'est clair, c'est mentionné sur l'invitation et personne d'autre ne doit se présenter là-bas au nom d'Espace. Je pense que si c'est organisé de cette façon, on pourra éviter les désagréments. Mais je tiens à ce que les facilitatrices misent plus sur la qualité des personnes qui vont participer. Toutes les coalitions doivent être représentées. 7 personnes, c'est trop. Même une personne par coalition, c'est pas mauvais. Mais que ce soit une bonne personne, une personne très expérimentée, une personne qui connaît les difficultés du pays, qui peut bien contribuer. En fait, on a toutes les coalitions, ce qui règle déjà le problème de l'inclusivité et on évite le pléthore, n'est-ce pas? Ce n'est pas la quantité qui est importante, c'est la qualité qui importe. Mais il faut que toutes les coalitions, si vous avez décidé de vous mettre en coalition, ça veut dire que vous devez être capable de trouver entre vous la meilleure personne qui va représenter valablement toute la coalition. Et c'est ce qui doit se faire. Alors, c'est vrai que ce dialogue est lancé, mais on sait que tout au long, ce qu'on va demander, c'est le retour de ces figures-là que tout le monde veut autour de la table. C'est le Dalin, Sidia Touré, en tout cas, toutes ces entités, ces formations politiques. Et on sait que ceux-ci ont présenté un mémorandum au Premier ministre. Vous connaissez certainement ce qui a été demandé. Est-ce que avec 10 points de revendication. Est-ce que vous les trouvez réalistes, justement, ces 10 points de revendication? Est-ce que vous pensez que le gouvernement est à mesure de faire face à ceci? Ou bien qu'est-ce qu'il faut faire du côté de ces entités pour finalement se retrouver quand même autour de la table? Je pense que ce sont des personnalités, je répète encore, qui sont extrêmement importantes pour ce dialogue. Elles ont beaucoup à apporter, n'est-ce pas? Mais ceci dit, il faut faire en sorte qu'ils soient rassurés, n'est-ce pas? Il faut distinguer 2 choses, n'est-ce pas? La contribution politique et les ennuis judiciaires, n'est-ce pas? La justice, pour le besoin du dialogue, la justice doit pouvoir contribuer à la réussite du dialogue. C'est-à-dire que la justice peut se retenir
d'agir contre les personnes le temps du dialogue, n'est-ce pas, pour leur permettre, comme au Niger, on a permis aux leaders de participer aux élections présidentielles, n'est-ce pas, et la justice s'est retenue le temps que les élections finissent, et après, voilà, les ennuis peuvent continuer, il n'y a pas de problème. Mais je pense que si vous me dites, je peux participer au dialogue, et qu'en même temps, je crains qu'on me coupe la tête à l'aéroport, c'est comme si vous ne m'avez pas... Alors justement, le problème à ce niveau, c'est l'ingérence. Les grandes gueules. Non, voilà, c'est ce que je vais préciser. Il n'y a pas d'ingérence, mais il ne s'agit pas d'annuler ou de suspendre. D'abandonner. Non, d'abandonner. Il s'agit juste, pour des besoins du dialogue, d'accorder un répit à tout le monde de participer au dialogue, n'est-ce pas? En fait, pour ceux qui ne sont pas encore en détention, il faut peut-être permettre qu'ils participent au dialogue. Justement, la condition, c'est même pour ceux qui sont en détention. Voilà. L'une des conditions, c'est que ceux qui sont en détention puissent être libérés. Non, parce que en fait, libérer ceux qui sont en détention signifie que ceux qui ne sont pas en détention ne devront pas faire l'objet des poursuites. C'est là où il y a ingérence. C'est là où l'ingérence va se produire, parce que le politique va demander au judiciaire d'interrompre la procédure, n'est-ce pas, d'arrêter la procédure pratiquement. Parce que si vous libérez ceux qui sont en détention pour des raisons politiques, vous avez apporté une solution politique à une question judiciaire. C'est ça qu'il ne faut pas. Il ne faut pas du tout l'ingérence. Mais le petit temps pour le dialogue, n'est-ce pas, et la justice peut, n'est-ce pas, s'abstenir de toute action. On revient à la même chose. Non, pas du la même chose. Pour quelques jours. Maintenant, pour quelques jours, par exemple, ceux qui ne sont pas encore en détention, n'est-ce pas? Ceux qui sont, voilà, pour quelques semaines. Parce que de toute façon, si le dialogue ne Parce qu'après, ils savent qu'après le dialogue, la procédure va démarrer. Oui, parce que la justice n'arrêtera pas sa machine, n'est-ce pas, au motif que le politique a besoin de quelque chose. Non, non. Ce qui est important, c'est quoi? C'est que, d'ailleurs, si les gens ne participent pas au dialogue, s'ils ne viennent pas pour le dialogue, la justice, pendant le temps du dialogue, la justice pourra rien faire, de toute façon. N'est-ce pas? Parce que de maintenant jusqu'à la fin du dialogue, la justice pourra rien faire, n'est-ce pas, contre les personnes qui sont visées. Maintenant, ce qui est important, c'est de comprendre que durant ce temps-là, que la justice, que les gens viennent au dialogue ou qu'ils ne viennent pas, la justice ne pourra pas faire grand-chose contre eux. Maintenant, profitez de ce petit moment pour favoriser le retour des personnes et qu'ensuite, n'est-ce pas, ils disposent librement d'eux-mêmes de se mettre à la disposition de la justice ou encore de rester à l'étranger. C'est à eux de décider, mais la machine judiciaire va se poursuivre. Bien, Mamadi Kaba, président de la LIDA. Nous allons partir sur le terrain, écouter donc Ange Gabriel Abba. Il est le secrétaire exécutif du CNOX, Antoine Kourouma. Il est en direct chez les Grandes Gueules. Oui, monsieur Abba, bonjour. Allô? Allô, Ange, vous êtes là? Oui, je suis là. Bonjour. Voilà, vous êtes le secrétaire exécutif du CNOSC. Hier, on a été surpris de cette réaction vive sur la toile. Toutes les fêtières de la société civile se sont retirées de la salle du dialogue parce que selon vous, on vous a manqué de respect. Que s'est-il passé? Merci, monsieur Antoine, et merci, n'est-ce pas, aux différents journalistes de Espace. Je voudrais préciser que toutes les structures qui sont parties pour participer à la cérémonie d'ouverture du cadre de dialogue sont effectivement des structures qui ont été invitées, dont les fêtières de la société civile guinéenne. Alors, c'est les organisateurs qui ont défini le nombre de participants pour chaque structure. Donc, aucune structure n'est venue au-delà du nombre qui a été, n'est-ce pas, invité. Donc, ça voudrait dire que, d'avance, les organisateurs ont pris le soin de savoir que la salle pouvait abriter, n'est-ce pas, tous les participants. Et les participants, chaque participant a bénéficié d'une accréditation lui permettant
d'être identifiés et d'avoir accès à la salle. Mais à notre fort étonnement, nous sommes venus, l'heure qui a été fixée, c'était 12 heures sur la carte d'accréditation, mais Dr Makale a fait passer un message que les gens devraient venir à 11 heures. Donc certains sont venus même à 10 heures. De 10 heures jusqu'à 13 heures, la salle n'était presque pas disponible. Mais cela n'a pas fâché les gens. Nous sommes rentrés, finalement, ils ont appelé que la salle est disponible. Nous sommes rentrés dans la salle. Mais je vous dis, il y avait tout le désordre que vous ne pouvez pas imaginer dans la salle. Parce que l'identification des places des invités était totalement désordonnée. La société civile, aucune fêtière n'avait son identité sur une chaise. Donc ça voudrait dire qu'il n'y avait même pas de place prévue pour les fêtières. C'était quelques partis politiques qui avaient leurs noms sur les cartons, les petits cartons, à travers toutes les chaises qui étaient dans la salle. D'un coup, ils ont demandé aux gens de sortir, qu'ils vont réorganiser la salle. Et qu'est-ce qui nous étonne? Les membres de la commission d'organisation qui étaient là n'avaient pas du respect à l'égard des cadres qui étaient venus pour participer au dialogue interguinéen. Aucun respect. J'ai vu des jeunes qui s'adressaient à des personnes âgées de plus de 60 ans, mais à travers des mots déplacés que tu ne peux pas imaginer dans ta vie. Ça, c'est le deuxième facteur. Le troisième facteur, c'est quoi? C'est que ça dénote un manque de sérieux vis-à-vis de ce cadre de dialogue. Parce que nous avons estimé, pourquoi on participe? Parce que nous avons estimé que la transition ne fait que durer assez. Et on n'a pas intérêt que la transition dure inutilement. Nous avons besoin aujourd'hui qu'on fasse ensemble des consensus pour que les activités concernant le retour à l'ordre constitutionnel commencent à être réalisées. C'est en cela que nous avons décidé de se mettre ensemble pour discuter. Mais inviter les cadres, leur manquer du respect, aucune considération. J'ai vu parmi les acteurs de la société civile, certains qui se sont fait même insulter devant la porte par des jeunes et par des forces de l'ordre qui étaient là. Des personnes qui ont des accréditations. Mais ça, c'est quel manque de respect. C'est pourquoi toute la société civile, toutes les fêtières sont convenues de bouder ce dialogue-là, parce que nous ne sommes pas venus pour se faire insulter dans la salle. Personnellement, j'étais dans la salle, mais j'ai quitté la salle parce que je ne peux pas rester dans une salle où les acteurs qui sont de la même entité que moi sont en train de se faire insulter devant la porte. Et aucune réaction de la part et des autorités et des facilitatrices. Donc c'est ce qui a fait qu'on a boudé la salle. Et tant que nous ne sommes pas rassurés, parce qu'il ne faut pas que ce dialogue-là ressemble à des feux de paille. Ange Gabriel Abba, secrétaire exécutif du CNOSC. Allez-y Antoine. Oui, combien d'organisations ont fini par quitter la salle? Le CNOSC, oui. Il y a quelle autre entité qui vous a suivi? L'autre question, est-ce que de par cette action, vous ne donnez pas raison à ces partis politiques qui, depuis le départ, pensent qu'il y a lieu de changer les choses et qu'il n'y a pas de sérieux qu'ils voient dans ce qui va être fait? Pour répondre à ta première question, à part le CNOSC, il y avait la PECUD qui était là. Il y avait la CONSOC qui était là. Il y avait, je crois, la MAOG aussi qui était là. Il y avait d'autres organisations, même la jeunesse CEDEAO, le CEGIMAD, et d'autres organisations de jeunesse qui étaient aussi là. Toutes ces organisations sont sorties pour bouder la salle. Et nous avons convenu que tant que nous ne sommes pas rassurés, que ce cadre de dialogue, c'est un espace où on va reconnaître les valeurs de chacun et le respect, la considération à chacun, on ne peut pas venir se faire insulter. Bien. Quand même. Allez-y, oui, la deuxième question de Antoine, est-ce que ce qui s'est passé finalement, on ne pourrait pas... Allez-y. Dans la salle, où une fois qu'ils viennent répondre à des invitations, qu'on leur manque de respect, comme ce qu'on a assisté hier. La deuxième question d'Antoine. Alors, cela ne donne pas... C'est différent de la classe politique qui ont qui a certaines revendications carrément différentes de ce que nous dénonçons. Nous ne sommes pas contre le dialogue qui est proposé. Nous sommes pour le dialogue parce que le dialogue est le poumon de la démocratie. Nous pensons que sans dialogue, on aurait manqué à l'une des grandes responsabilités qu'on aurait données
à notre pays à travers l'instauration de la démocratie, à travers notre participation, n'est-ce pas, à la construction des institutions fortes et démocratiques. Bien, mais allez-y, nous sommes en train justement de dénoncer les comportements qui sont de nature à ne pas favoriser, n'est-ce pas, l'entente, la cohésion et le respect dans l'animation de ce cadre de dialogue. C'est ce que nous dénonçons. Et pour terminer, je précise que nous avons, non seulement hier, il y a Dr Makale qui a fait passer un message dans la plateforme pour présenter les excuses des facilitatrices par rapport à ce comportement des organisateurs, mais aussi nous avons reçu pour le moment des appels de la part de quelques conseillers du Premier ministre et qui ont sollicité une rencontre avec la société civile pour taire, n'est-ce pas, le problème qui est survenu hier, pour éviter que ça ait un impact sur le déroulement du cadre de dialogue. Mais nous avons jugé nécessaire de dénoncer cela et de nous retirer tant que nous ne sommes pas rassurés que voilà, les cadres qui seront là bénéficieront de toute la considération et le respect. Bien, allez-y, Kapsab. Dernière question peut-être. Alors monsieur Abba, ma question c'est de savoir, est-ce que vous aviez, votre coalition, votre organisation par exemple, a reçu une lettre d'invitation dans laquelle lettre on a par exemple précisé le nombre de personnes qui devaient participer à ce cadre-là, à ce cadre de dialogue? Ça c'est ma première question. Ma seconde question, est-ce que vous pensez qu'au regard du pléthore, du nombre de personnes que vous avez trouvées, qui étaient même hier, on avait la possibilité justement de sortir quelque chose de bien potable dans ce dialogue-là? Merci. Je précise que, à commencer par le CNOS, nous avons reçu une lettre et nous demandant de désigner nos représentants. Et toutes les autres fêtières ont reçu également la lettre. Aucune organisation n'était là-bas qui n'a reçu une lettre. Et tous ceux qui étaient là-bas avaient leur accréditation avec eux. Mais pour revenir à la dernière question, au fait, la cérémonie d'ouverture et de fermeture, le nombre de participants pour ces deux sessions est différent du nombre de participants pour l'animation des groupes thématiques, pour le dialogue en tant que tel. Alors, il y a 7 personnes qui ont été demandées par chaque structure. Les 7 personnes vont participer, comme hier, à la cérémonie d'ouverture. Et après la cérémonie d'ouverture, 2 par structure resteront pour participer au dialogue. Alors, c'est pendant également la cérémonie de fermeture du cadre, le 15 décembre, que les 7 membres encore par structure vont se retrouver pour participer à la cérémonie de fermeture. Alors, c'est pour dire que le nombre, la question du nombre n'est pas un problème véritable parce que ce n'est pas tout ce nombre qui sera au cadre de dialogue pour l'animation des thématiques pendant les échanges de dialogue. Donc Ange, si nous comprenons bien, c'est 2 personnes qui vont rester pour travailler pendant les 22 ou 21 jours au sein du cadre de dialogue. Justement, en tout cas, le CNOS, c'est 2 représentants ou 2 délégués du CNOS qui resteront pour participer. Et c'est comme ça pour toutes les structures. Donc cela ne pose pas un problème véritable. Très bien. Alors, je pense que s'il n'y a plus de questions, on va essayer de continuer avec notre invité ici, Ange Gabriel Abba, secrétaire exécutif du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Merci d'avoir répondu aux questions des Grandes Gueules ce matin. C'est moi qui vous remercie. Et merci à tous les journalistes d'Espace. Merci beaucoup. Bien, on continue le débat avec M. Kaba, Mamadi Kaba, président de la LIDA, ici en studio. Allez-y, Jacques Levaleno. Oui, nous étions donc en train de parler justement du traitement judiciaire des dossiers en cours pour faciliter le dialogue. J'étais en train de vous dire, mais ça revient à la même chose finalement, puisque vous dites à quelqu'un qui est poursuivi, bon, pendant le temps du dialogue, on ne va pas vous poursuivre, mais après quand même, on ne pourra rien faire. Ça veut dire que de toutes les façons, tant que la justice reste en éveil contre ces personnes, le problème, il est là. Mais est-ce que d'ailleurs vous trouvez normal qu'on en fasse une condition? Qu'on fasse une condition, qu'on mette la justice à l'épreuve pour dire tant que vous me poursuivez, je ne participerai pas? Non, c'est la formulation qui me pose problème. Le principe, il peut, par exemple, dire, bon, nous souhaitons que nos leaders qui sont empêchés, qui ne veulent pas rentrer, n'est-ce pas, pour les ennuis judiciaires,
Ce qui, à mon avis, d'abord n'est pas normal. Mais parce que si la justice, si vous avez des ennuis avec la justice, je pense qu'à un certain niveau, il vaut mieux coopérer. Et maintenant, la justice, elle aussi, devra fournir les garanties d'indépendance et d'efficacité nécessaires pour favoriser la collaboration de tout le monde, n'est-ce pas? Parce que si vous avez des craintes, par exemple, par rapport à l'indépendance, etc., de la justice, et que vous les exprimiez, ça peut poser le problème suivant lequel vous n'êtes pas fortement condamnable. Ça, ce sont des questions de fond. Maintenant, pour la forme, n'est-ce pas, je veux que M. Antoine, qui est mon représentant, participe au dialogue. Maintenant, vous devez créer les conditions qu'il puisse, parce qu'il ne veut pas venir. Il dit, je ne viens pas en Guinée. Ah, mais je veux que vous participiez à ce dialogue. Non, si vous voulez que je participe, moi, j'ai dit que je ne viens pas pour telle raison. Maintenant, si on vous dit, bon, vous pouvez venir, n'est-ce pas? Et pendant le temps du dialogue, n'est-ce pas? Vous êtes à l'abri de tout jusqu'à la fin du dialogue. Mais nous ne nous interférons pas dans le fonctionnement de la justice. Après le dialogue, pour lequel nous vous avons invité, vous êtes libre de rejoindre là où vous étiez et de continuer vos ennuis avec la justice. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait des vraies discussions pour que... Moi, j'ai vu dans le truc hier des personnalités très importantes, ça me rassure. Et la réponse qu'ils donnent, les 2 personnes qui vont rester pour travailler, ça répond à mon souci. Vous voyez, j'ai trouvé le nom pléthorique, mais maintenant que je sais qu'il n'y a que 2 personnes qui restent, je pense que c'est très bien. Bien, Mamadi Kaba, président donc de la Ligue africaine des droits de l'homme, LIDA. Nous revenons justement dans la deuxième partie. À venir, nous parlerons du procès des massacres du 28 septembre. Et vous le savez, nous sommes le 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard des femmes. Nous partirons du côté du ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables pour recueillir l'avis de la directrice nationale. Qu'est-ce qui est prévu pour ces activités? Ce sera dans la deuxième partie des Grandes Gueules. On revient en studio pour continuer le débat avec notre invité, Jacques Léwa-Lénon. Alors finalement, peut-être que vous avez aussi pu lire les termes de référence où vous avez des discussions autour, bien entendu, des questions liées au retour à l'ordre constitutionnel, mais des questions aussi assez globales, parlant même de la justice aussi, entre politique et justice. En tout cas, on a entendu la facilitatrice la dernière fois ici. Comment est-ce que vous percevez le contenu de ces échanges? Je pense que, merci beaucoup, je pense que on a de bons termes de référence, d'excellents termes de référence, même si il y en a que moi je souhaiterais ajouter, mais pour le moment ce qui est là, et si nous arrivons à avoir de très bonnes conclusions par rapport à ce qui est déjà prévu, je pense que ça peut nous aider à transformer profondément la Guinée. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'il faut permettre à ceux qui ont le niveau et le background nécessaire puissent avoir beaucoup plus d'espace et de temps pour faire profiter à la Guinée leur immense expérience. Parce que c'est de ces idées-là qu'on a besoin pour avoir une bonne constitution, pour avoir de bonnes institutions, pour avoir de bonnes lois. C'est vrai que l'intelligence est très importante, mais le vécu en ces genres de circonstances n'est pas à négliger. Par exemple, si nous voulons traiter de la question de la jouissance des droits civils et politiques, les manifestations sur les voies et places publiques, et concilier cela avec le droit à la sécurité des manifestants et des non-manifestants, il faut bien qu'on ait l'expertise de ceux qui ont eu à gérer ce genre de dossier pour qu'on sache, parce que les secrets, quand vous êtes à un certain niveau de l'État, il y a des informations que vous ne pouvez pas mettre à la place publique. Mais dans ce genre de cadre de dialogue, vous les faites ressortir et on peut comprendre avec aisance quels sont les véritables obstacles et ensemble, on peut trouver les solutions
qui peuvent permettre de surmonter ces obstacles-là. Moi, j'ai beaucoup d'espoir pour ce dialogue. Je souhaite seulement que les meilleures personnes, c'est-à-dire ceux qui ont le background correspondant aux différentes thématiques, puissent avoir beaucoup plus de temps et d'espace pour nous faire bénéficier de leurs expériences et de leur expertise. En tant qu'activiste des droits de l'homme, comment vous expliquez, est-ce que vous arrivez à comprendre cette interdiction systématique justement des manifestations en République de Guinée? Bon, c'est une faiblesse de l'État guinéen, une faiblesse des capacités de l'État guinéen. Parce que en fait, vous voyez, chaque fois qu'une manifestation doit déboucher sur des morts d'hommes, vous voyez, l'État a montré ses limites et ses faiblesses. C'est-à-dire que l'État n'est pas capable, n'est-ce pas, d'autoriser les manifestations et d'assurer en même temps que ceux qui manifestent et ceux qui ne manifestent pas soient en sécurité. Vous voyez, parce que déjà, les policiers sont en nombre très insuffisant, les équipements sont très insuffisants, la formation est insuffisante. Parce que depuis l'indépendance de la Guinée, la jouissance des droits civils et politiques n'a jamais été une priorité. C'est-à-dire que l'État guinéen ne s'est jamais préparé suffisamment à favoriser la jouissance des droits civils et politiques dans les meilleures conditions. Donc ce manque de préparation de l'État guinéen continue d'impacter négativement la jouissance de ces droits-là. Donc, demander qu'il y ait des débats profonds sur la manière dont l'État doit s'y prendre pour pouvoir concilier le droit de manifester et le droit à la sécurité, je pense que c'est un débat important. Et c'est pourquoi on a besoin des cadres les plus expérimentés de la Guinée pour trouver les solutions qui permettent de surmonter cette difficulté, parce que c'est vraiment une difficulté. Si les solutions ne sont pas trouvées aujourd'hui, vous vous souvenez, n'est-ce pas, qu'on avait dit à l'avance que le président qui va être élu, si on n'a pas pris les bonnes mesures, que ce président-là va être tenu par des clans et qu'il serait incapable d'apporter les réformes qui étaient nécessaires. Ça a été le cas du président Alpha Condé. Malgré toute sa volonté, vous vous souvenez, il a dit, si je savais que la Guinée avait de tels problèmes, je ne me serais pas battu pour être président. Parce que les problèmes, ils sont profonds et on les remet à demain. Chaque fois, on les remet à demain. Maintenant qu'on a l'opportunité, je pense qu'il faut fermer les yeux et apporter les réformes profondes qui permettent au président élu désormais de ne plus avoir à faire face à ces difficultés-là, mais à dérouler seulement son agenda politique. D'accord. Autre question, ce sont les discours tenus hier par le médiateur, par le Premier ministre, et également par le ministre Mori Condé, qui envisage un retour des réticents. Il semble qu'il va y avoir une démarche vers eux en vue de leur retour à la table de dialogue, puisque c'est sur 3 semaines que les activités auront lieu. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore un espoir pour que ces partis politiques qui doutent reviennent à de meilleurs sentiments? Oui, moi j'ai beaucoup d'espoir pour 2 raisons. La première, c'est que cette transition n'a pas d'ennemi. Qu'est-ce qu'il faut pour les rassurer, selon vous? Les conditions déjà existent, parce que la transition n'a pas d'ennemi. Il y a des amis très exigeants, mais il n'y a pas d'ennemis. Parce que tout le monde, tous ces acteurs que vous voyez, savent pertinemment que les réformes en cours se font pour eux, n'est-ce pas? Ça fait, quand vous prenez les agendas des partis politiques, ces réformes-là font partie des préoccupations de tous les partis politiques. Ça, c'est déjà important. Deuxièmement, les acteurs, l'État lui-même est conscient, hautement conscient, que la question de la légitimité des décisions à prendre va dépendre des personnalités qui sont présentes. Il y a de très grandes figures dans ce dialogue. Moi, j'ai beaucoup d'espoir pour ce dialogue. Je vois de très grandes figures, des personnes qui voient. Donc, si les bonnes démarches sont menées, d'abord, l'État est dans les dispositions de mener de bonnes démarches parce que l'État est conscient que tout le monde a sa place. Et ceux vers qui l'État va aller sont dans de bonnes dispositions parce qu'ils savent que ce dialogue-là est indispensable à leur propre réussite. Donc je pense que les conditions sont réunies pour que, avec un peu d'effort de part et d'autre, on pourra parvenir à joindre les 2 bouts.
Mamadi Kaba, président de la Ligue des droits et de la démocratie en Afrique. Nous allons partir sur le terrain pour recueillir l'avis de Abdoul Sako. Il est en direct chez les Grandes Gueules. Allez-y Antoine pour la première question. Oui, Monsieur Sako, vous êtes le président de la COGEL-PAID, également membre du Forum des Forces sociales de Guinée. Vous avez décidé de ne pas prendre part à ce dialogue qui a lieu à Conakry. Dites-nous quelles sont vos raisons et quelle appréciation vous avez faite de l'ouverture qui avait lieu hier. Bonjour Abdoul, bienvenue. Oui, bonjour Dalia, bonjour à votre chroniqueur, bonjour à votre invité, à vos millions de téléspectateurs de par le monde. Et merci beaucoup pour la question. Vous savez, la vie, tout est une question d'objectif, c'est une question de logique. Et il revient à nous de savoir qu'est-ce que nous cherchons par ce dialogue. Quel est le problème qui nous ramène à dialoguer autour d'aujourd'hui. D'ailleurs, d'entrée de jeu, nous nous réjouissons. On a fait déjà des mois durant à interpeller, à informer et à appeler les autorités à sortir quand même des discours belliqueux et en quelque sorte d'une forme d'arrogance vis-à-vis de la communauté internationale, de se rapprocher de la CEDEAO, de la communauté internationale. Nous nous réjouissons déjà que ce pas soit franchi aujourd'hui. Alors nous déjà, au niveau du Forum des forces sociales, quand nous avons vu déjà les facilitatrices faire des démarches pré-dialogue à l'endroit des acteurs sociopolitiques du pays et après le Premier ministre également, nous nous sommes réjouis parce que nous nous sommes dit que le premier pas consistait certainement à voir qui sont ces acteurs qui auraient des contradictions avec les autorités de la transition par rapport à la conduite de celle-ci. Donc, c'est pour cela que quand nous avons reçu les facilitatrices et le Premier ministre, on a remis des propositions qui nous donnaient une démarche. Et la première démarche d'abord, c'était d'avoir le courage de dire où est le problème. À date, qui sont ceux qui ne sont pas d'accord à une dimension donnée avec les autorités de la transition. La première étape du dialogue aurait consisté à notre entendement, à rapprocher les positions de ces acteurs, à créer de la compréhension, à cultiver du consensus entre ces acteurs concernés et les autorités de la transition. La deuxième étape maintenant, qui se trouve être aujourd'hui déroulée à travers ce qu'on nous offre. La deuxième étape maintenant, comme il n'y a plus de problème majeur entre les acteurs sociopolitiques du pays et le CNRD dans leur ensemble, la deuxième étape consisterait effectivement ce consensus retrouvé autour de la conduite de la transition. Abdoul, vous dites de travailler à rapprocher les positions. À votre avis, qu'est-ce que vous suggérez comme démarche pour rapprocher les positions? Parce qu'à ce que je sache, les facilitatrices ont essayé d'aller vers tout le monde, notamment récemment, le Premier ministre a rencontré le Quatuor avant qu'il n'éclate, bien évidemment. Aujourd'hui, nous avons la Corée qui a décidé de participer à ce cadre de dialogue. Qu'est-ce qu'il faut faire, à votre avis, pour rapprocher justement les positions aujourd'hui? Très bien. Je vous dis, il faut se poser la question. Quel était l'objectif recherché par le Premier ministre et les facilitatrices en allant vers les acteurs? Nous, quand on l'avait reçu, c'était de savoir quelles sont les préoccupations et quelles sont les propositions pour que nous puissions aboutir à un consensus entre l'ensemble des acteurs sociopolitiques du pays et le CNRD. Nous estimons, en tout cas, l'objectivité aurait été, quand vous avez recueilli les préoccupations, les propositions, avant de regrouper tout le monde, il faut faire la part des choses. Qui sont ceux qui ne sont pas d'abord en phase avec le CNRD par rapport à la conduite de la transition? En première étape, essayer de rapprocher les positions de celles-ci, de ces entités avec le CNRD. Sur la base de cela maintenant, nous allons partir vers la deuxième étape qui se trouve aussi celle qui est offerte par rapport au dialogue en vue. Posez-vous la question. Les débats autour des thématiques, c'est pour nous donner quoi? Est-ce que c'est pour remettre en cause ou bien pour voir si les Abdoul, les débats autour des thématiques, c'est pour nous donner quoi, à votre avis? Quand on dit par exemple qu'on va discuter de la gestion de la justice par rapport aux acteurs politiques qui sont concernés, c'est pour obtenir une solution, oui ou non? S'il vous plaît, si c'est un dialogue, il faut qu'on soit objectif, il faut qu'on ait le courage d'aborder les choses.
quand il y a un dialogue, il y a un problème posé. Le problème, l'incompréhension est entre quelle entité et quelle entité. Les acteurs qui sont en incompréhension, il faut commencer d'abord à rapprocher leurs positions au lieu de mettre dans un tout. Et mieux, nous avons dit qu'on a le courage. Monsieur Sako, Abdoul Sako, on a fait déjà des consultations et des concertations, oui. Abdoul Sako, vous m'écoutez? Vous m'entendez? Voilà, monsieur Sako, la question que beaucoup se posent, c'est quoi au juste le problème que pose le Forum des forces sociales de Guinée? Nous savons que le trio a ses revendications, son mémorandum qui est connu de tous. Est-ce que vous partagez la position du trio ou est-ce que vous également, vous avez votre plateforme de revendication qui n'a pas été satisfaite? Est-ce que vous avez des préalables aussi pour aller à ce dialogue? C'est quoi, vous, vos problèmes véritables? Très bien. Dire que si nous avons des revendications, nous n'avons pas autre revendication sinon que le respect de la loi et du droit dans la conduite de la transition. Nous n'avons pas autre préoccupation au jour d'aujourd'hui que d'avoir le courage de c'est quoi cette loi que vous demandez? C'est quoi ce respect de la loi? Pardon? De quelle loi parlez-vous par rapport à ce dialogue? De quelle loi vous voulez nous parler ce matin? Merci beaucoup pour la question. Quand vous posez une question, laissez-moi répondre. Vous avez demandé qu'est-ce qu'on a comme revendication. Nous avons tout ce que nous souhaitons, c'est le respect du droit et de la loi. Vous parlez de quelle loi? Exemple, la charte consacre les libertés au niveau de la charte. Au jour d'aujourd'hui, il y a l'interdiction systématique, comment dirais-je, des manifestations. Au jour d'aujourd'hui, que vous le voulez ou pas, il y a des acteurs sociopolitiques qui sont soit en détention au niveau de la maison centrale ou au niveau quand même ou en comment dirais-je, sous contrôle judiciaire, qui ne demandent autre chose que d'avoir accès à un procès équitable. Mieux donc, permettez-moi de répondre à votre question. Ce que nous proposons au jour d'aujourd'hui, c'est d'avoir le courage, d'avoir la responsabilité, d'identifier au premier plan qui sont les acteurs qui ne se comprennent pas avec le CNRD autour de la conduite de la transition, travailler au rapprochement entre ces acteurs et le CNRD. Au deuxième niveau maintenant, nous allons décliner ce que nous allons tirer en termes de consensus autour du chronogramme de la transition, mais aussi d'autres aspects liés à la gestion de la transition. Nous allons nous retrouver maintenant, comme c'est le cas présent, pour définir les modalités, les voies et moyens qui nous permettent d'aboutir à une sortie heureuse de la transition. Voilà notre proposition. Abdoul Sako, membre du Forum des forces sociales de Guinée. Allez-y, Djiba Milimono. Alors, M. Abdoul Sako, deux questions. La première est, le Premier ministre avait le courrier qu'il avait quand même adressé, réponse à, par exemple, au Quator. C'est vrai, vous êtes de la société civile. Il disait, oui, nous comprenons tous ces préalables, mais tout cela peut être discuté au niveau de cette rencontre-là. Est-ce que vous ne pensez pas, à votre niveau, vous aurez pu quand même tester, entre guillemets, la bonne foi de régime en place, accepter de venir à ce dialogue, discuter ces préalables-là et éventuellement trouver une approche pour une solution définitive? Ça, c'est la première question. La deuxième, à vous écouter, tout le monde ne devrait pas être invité à ce dialogue, mais ceux qui ont des revendications, comme c'est le cas par exemple du trio, qui estime dans ses préalables que les partis qui ont des revendications, des propositions, et non les autres. Et vous aussi, est-ce que vous êtes dans cette dynamique? Merci beaucoup. Par rapport à votre question, je pense qu'il reviendra au quatuor ou au trio, ou je ne sais pas, au droit d'avoir d'apprécier s'il faut la lettre réponse au Premier ministre. Mais la question que moi je me pose, si le Premier ministre et les facilitatrices savent qu'ils venaient vers les acteurs sociopolitiques afin de recueillir leurs préoccupations et leur compréhension de la question du dialogue, pour reverser autour dans le cadre du dialogue, je pense qu'il n'y en avait pas besoin. Moi, je pensais que cette première étape que nous avons saluée, qu'on a appelée les échanges de pré-dialogue,
permettait... Attendez, Abdoul, attendez. Vous ne trouvez pas normal qu'il recueille, par exemple, vos besoins, vos revendications et qu'on les reverse autour des différentes thématiques pour en discuter justement autour de la table? D'accord. La première des choses d'abord, est-ce que quand vous voyez l'agenda, les 13 thématiques, l'agenda, il est muet. Les thèmes de référence, ils sont muets. En d'autres termes, est-ce que le débat dont il est question, c'est de revoir les 10 thématiques, par exemple, qui ont été inscrites par le gouvernement et débattues dans un pré-accord avec la CEDEAO? Est-ce que les débats qui sont en vue, les travaux thématiques qui sont en vue, c'est de voir si on va enlever d'autres thématiques ou peut-être toutes les thématiques seront validées et de voir s'il y a des thématiques qui peuvent commencer pendant la transition et être achevées après la transition? Est-ce que le débat c'est à ce niveau ou bien le débat c'est de venir s'inscrire dans la logique des voies et moyens qui nous permettent de dérouler les 10 thématiques? Nous n'avons pas vu une réponse courageuse au niveau des thèmes de référence par rapport à cet aspect. Et si c'est le cas, je pense qu'il y a des acteurs déjà. C'est ce qui va me ramener à la deuxième question. Il y a des acteurs qui ont été d'accord avec les 36 mois. Si c'est autour de ces 10 points, voir s'il y a des points qui doivent être maintenus ou pas. Si c'était autour de ces 10 points, il y a des acteurs qui étaient d'accord quand c'était 36 mois. Nous sommes déjà à 24. Donc le courage aurait été. C'est pour ça que nous avons proposé pas l'exclusion. Le dialogue en 2 temps. Le premier temps, c'est de voir effectivement les acteurs qui ne sont pas d'accord autour du chronogramme de la transition et la conduite de la transition avec le CNRD, les mettre en face pour qu'ils confrontent les arguments. Et donc exclure les autres qui n'ont pas de revendication, c'est cela? S'il vous plaît. Exclure les autres qui n'ont pas de revendication. Je vous dis que ce n'est pas une exclusion. Je parle des 2 étapes. Mais ne pas les inviter alors, c'est ça? Non. Comprenez. Arrêtez, attendez qu'on aille au bout des idées pour que vous tirez des conclusions. Je vous dis le dialogue en 2 temps. Ceux qui sont d'accord autour des 10 points avec le CNRD, qui sont d'accord avec la conduite de la transition, de quoi voulez-vous qu'ils débattent avec le CNRD? De quoi voulez-vous qu'ils confrontent avec le CNRD? Non mais Abdoul, ça revient à la même chose. Vous ne voulez pas qu'on tire de conclusion, mais ce que vous voulez dire, c'est que ceux qui n'ont rien contre le CNRD ne doivent pas être autour de la table. Pour un premier temps, en tout cas. Ils peuvent être autour de la table, mais en deuxième temps. Quand le consensus total est trouvé entre ceux qui contestent les 10 points ou la manière dont les 10 points sont déroulés en termes de chronogramme par le CNRD, ceux qui sont contre cela, on retrouve ceci et le CNRD pour trouver un consensus. Le consensus maintenant global, trouvé autour du chronogramme de la transition. En deuxième temps maintenant, tous les acteurs vont se retrouver pour débattre de comment nous allons mettre en œuvre en termes de moyens, en termes de ressources, en termes de stratégie et en termes de rôle dévolu aux uns et aux autres. Abdoul, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, parce qu'on l'a dit, le dialogue a démarré ce jeudi et il va s'étendre sur une vingtaine de jours, qu'est-ce qui pourrait vous faire en sorte que vous vous raviviez, que vous reveniez autour de la table? Est-ce que c'est possible que vous puissiez prendre le train en marche? D'abord, par rapport à cela, s'il y a le courage au jour d'aujourd'hui, c'est pour cela que nous invitons déjà les partenaires du G5 et la CEDEAO. Merci déjà que le médiateur en a déjà évoqué, qui vont œuvrer de tous les moyens. On veut alors, parallèlement alors à ce qui se passe, il faut créer un cadre d'échange direct entre le CNRD et ceux qui contextent la conduite de la transition et les 10 points inscrits à l'ordre du jour du chronogramme. Yeah. Nous déjà, au niveau du forum des forces sociales, on avait dépassé ce cas depuis longtemps parce que tous les 10 points inscrits à l'ordre du jour sont dans la proposition qu'on a faite depuis décembre 2021 au CNRD. C'est seulement, nous avons pensé, s'il y a le consensus autour du recensement général de la population et de l'habitat, s'il y a le consensus au niveau du recensement général à vocation d'état civil, s'il y a le consensus autour de ça, des choses que nous ne mettons pas au compte du retour à l'ordre constitutionnel, mais dans l'ordre normal de la continuité de l'administration. C'est-à-dire, indépendamment des éléments du retour à l'ordre constitutionnel, ces éléments peuvent être inscrits, le CNRD peut commencer à faire sa part, et après, quand il quitte
l'administration qui viendra va continuer. Bien. Parce que l'État civil, par exemple, ce qu'ils sont en train de faire, ils ne font qu'épouser ce qu'ils ont trouvé. Donc, ils vont continuer, ils vont faire leur part, et quand ils quittent, d'autres vont faire. Depuis décembre, nous, on a fait cette proposition. Bien. Le message est passé. Abdoul Sako, président de la COGELPA et des membres du Forum des forces sociales de Guinée. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin, Abdoul. À moi de vous remercier. Bien, on revient avec notre invité pour conclure ici, Monsieur Mamadi Kaba, président de la LIDA. Alors, à votre avis, est-ce que vous espérez, est-ce qu'il y a de l'espoir avec tout ce que nous venons d'écouter, notamment ceux qui sont pour le dialogue, ceux qui sont contre le dialogue, ceux qui attendent à être encore satisfaits pour prendre le train en marche? Quel est votre espoir aujourd'hui pour la suite des débats au sein du dialogue? Bon, mon espoir est que oui. Personne n'est contre ce dialogue. Activez son micro, s'il vous plaît. Voilà. Mon espoir est que personne n'est contre ce dialogue. Ce que je constate, c'est que ce sont les exigences qui diffèrent. C'est-à-dire que chacun a son point de vue par rapport à comment le dialogue peut mieux réussir. En fait, chacun pense que son point de vue pourrait permettre au dialogue d'apporter les meilleurs résultats. Il n'y a pas d'opposant à ce dialogue. Il n'y a que des personnes plus exigeantes que d'autres. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'il y a beaucoup de revendications qui doivent être débattues pendant le dialogue. Mais il y a d'autres qui peuvent être discutées en coulisses, n'est-ce pas, pour permettre des accords. C'est ce que demande Abdoul Sako là. Des débats en coulisses. Mettre les gens d'accord. Oui, mettre les gens d'accord. Il faut des négociations souterraines pour permettre de rassurer tout le monde et favoriser les meilleurs résultats pour ce dialogue. En tout cas, tous les efforts qui vont être faits pour que personne ne reste en marge de ce dialogue-là, ces efforts-là ne seront pas vains, n'est-ce pas? Quelles que soient les difficultés à surmonter, quels que soient les efforts à fournir, je pense que c'est nécessaire. Ce dialogue est une opportunité pour la Guinée. Et je pense qu'elle pourrait être une opportunité unique. Ce dialogue-là rappelle un peu les conférences nationales que certains États ont connues, peut-être à un niveau différent, oui, avec une forme différente. Donc je pense que tout le monde doit se battre pour que ce dialogue-là puisse produire les meilleurs résultats possibles. Mamadi Kaba, président de la Ligue des droits et de la démocratie en Afrique, merci d'être passé dans ce studio. C'est moi qui vous remercie. Bien, l'émission continue dans un instant sur Espace TV.